Bonjour à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien, excellemment bien même. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation de la troisième étape de Paris-Nice. L'étape qui fait peur, c'est l'étape qui, du danger peut-être, du contre-la-montre par équipe. Et pourtant, peut-être que ce soir les écarts seront assez minces au final, mais c'est toujours une journée, les jours de contre-la-montre par équipe, où on est sous pression, où on est tendu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos équipes favorites. Tiens, me donner, pourquoi pas, le temps potentiellement que peut perdre David Gaudu sur cette journée, parce que ça m'étonnerait qu'il gagne du temps aujourd'hui. Juste après l'arrivée, on fera bien entendu un débrief express sur YouTube avec les shorts, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Puis il y a également TikTok, où vous pouvez vous abonner. Je rappelle encore une fois que la vidéo YouTube est différente de la vidéo TikTok. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclistes, la playlist également spéciale Paris-Nice. On commence tout de suite avec ce contre-la-montre par équipe. Comme je dis, toujours un peu de stress sur cette journée. C'est pas simple le chrono par équipe parce que c'est déjà une organisation particulière. C'est une organisation particulière parce que la journée va être très longue, parce que vous faites un repérage et ensuite votre course, mais il y a le temps de cogiter par rapport à une étape, on va dire, classique où vous restez pas longtemps dans le bus. Là, c'est des journées longues parce que vous allez être un long moment dans le bus. Alors malgré tout, c'est des journées qui sont appréciables pour les gros dormeurs parce que normalement, on se réveille plutôt tard avant un contre-la-montre par équipe. C'est toujours compliqué parce que c'est de plus en plus rare le contre-la-montre par équipe. Donc, comme c'est de plus en plus rare, on est de moins en moins habitué à le faire. Il y a des coureurs là qui, au départ de cette étape de Paris-Nice, n'ont peut-être jamais fait un contre-la-montre par équipe et pourtant ils ont peut-être 24-25 ans. Donc, il faut l'avoir en tête. Il y en a peut-être des qui n'en ont pas fait depuis 4-5 ans, le contre-la-montre par équipe. Or, le contre-la-montre par équipe, ça demande beaucoup de concentration, parce que déjà tout le monde est concerné, c'est-à-dire que même dans les équipes, on pense à la Visma Lease Bike, un Olaf Koy qui, lui, sur les étapes de montagne, par exemple dans l'arrière-pays niçois, n'aura peut-être pas forcément énormément de travail autour de Jorgensen, et bien là aujourd'hui, il va avoir un travail important pour Matteo Jorgensen. Donc c'est une vraie pression parce que c'est souvent les coureurs qui ne sont pas très bons en plus sur le contre-la-montre se mettent encore plus de pression sur ce type de journée pour donner le maximum et pour pas planter leur leader. Donc c'est une journée de concentration importante. Et puis il faut une technique sur le contre-la-montre par équipe. Il faut une technique parce que il faut savoir gérer les situations où par exemple le leader a une crevaison. Il faut gérer les situations où par exemple tu as 3 coureurs qui tombent dans un virage. Donc ça, il faut l'anticiper en amont, dans le briefing avec le manager. Et il faut aussi faire attention sur la longueur des relais, sur le temps que chaque coureur va faire chaque relais. Les moins bons, il faut éviter qu'ils restent trop longtemps parce qu'ils vont faire diminuer la vitesse du groupe. Et les meilleurs, ils sont plutôt là pour tracter. Donc il faut mieux que les meilleurs, au lieu de faire des relais à 100% de leur capacité, fassent plutôt des relais à 90% de leur capacité, mais fassent des relais très longtemps. C'est ce qu'avait fait notamment une année Cancellara avec les frères Schleck. Il avait tracté l'équipe, mais plutôt sur des longs relais. Parce qu'il ne faut pas mettre les autres coureurs dans le rouge, surtout quand votre leader n'est pas très bon sur le contre-la-montre. Je pense par exemple chez AG2R, Decathlon AG2R, c'est Félix Gall le leader. C'est pas le meilleur sur le contre-la-montre. Alors on va voir, même s'il a fait des progrès, mais il ne faut pas le mettre dans le rouge. Donc c'est très compliqué pour les très bons rouleurs, cet exercice. Un bon rouleur n'est pas forcément un bon coureur de contre-la-montre par équipe. Parce qu'il peut mettre ses coéquipiers dans le rouge. Il peut également être dans un faux rythme et être trop lent parce qu'il veut tellement pas mettre ses équipiers dans le rouge qu'il va rouler à 50% de ses capacités. Donc c'est toujours compliqué dans les équipes où il y a des grosses différences de niveau. Le mieux, c'est d'avoir une équipe homogène. Si vous avez des coureurs qui ont tous un minimum de niveau sur le contre-la-montre, c'est là où ça se passe le mieux. C'est pas la peine d'avoir un top leader, mais c'est important d'avoir une équipe homogène. Et puis, il faut avoir de la technique parce que plus on est proche, mieux c'est dans un contre-la-montre par équipe. Et pour être proche du coureur de devant, eh bien, il ne faut pas avoir peur. Et là aussi, ça peut être compliqué pour les coureurs
qui ne sont pas à l'aise avec un vélo de contre-la-montre. Toujours un avantage aussi quand le leader de l'équipe est un spécialiste du contre-la-montre. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé de l'attendre. Alors que quand il n'est pas bon, il y a un petit peu ce côté, on est obligé d'attendre le leader. Même règle que l'an dernier, c'est-à-dire que c'est le premier coureur chaque coureur va avoir son temps individualisé, contrairement à un contre-la-montre classique. Ça veut dire que le temps de l'équipe sera pris sur le premier coureur à l'arrivée de sa formation et pas sur le quatrième de l'équipe, ce qui est normalement le cas sur un contre-la-montre plus classique. Moi, vous savez, je ne suis pas fan de cette règle parce que je trouve qu'on perd le côté collectif, qu'on perd le côté équipe dans le contre-la-montre. Donc déjà, ça m'énerve. Moi, vous savez, je préférerais une autre règle. Je sais que certains ne sont pas d'accord avec moi, mais plutôt qu'on ait le temps sur le sixième coureur, c'est-à-dire qu'on ne pourrait perdre en route qu'un seul coureur sur le contre-la-montre et voir si on a eu un abandon sur les 2 premiers jours de course, eh bien on ne pourrait pas perdre de coureur. Ce qui obligerait à avoir des techniques différentes et surtout ça obligerait les leaders à avoir des bons équipiers et il y aurait l'important, ça serait pas forcément le leader, ça serait plutôt les équipiers dans ce genre de cas qui seraient donc mis en lumière, je trouve, dans ce genre de situation, parce que c'est aussi ce qui m'énerve avec ce système-là de contre-la-montre, c'est que les leaders vont être énormément mis en lumière parce que ce sont les premiers à passer la ligne d'arrivée, alors que quand c'est le quatrième qui déclenche le contre-la-montre, et bien souvent dans les équipes, on essaye que ça soit un équipier qui passe en premier la ligne d'arrivée. Donc là, c'est pas forcément le cas. Donc c'est starifier encore plus les leaders de chaque formation et on oublie donc le côté collectif, le côté sport collectif du cyclisme. On regarde tout de suite la présentation du parcours. Profil de cette étape du côté de Paris-Nice, donc contre-la-montre par équipe. Auxerre. On sera donc dans Lyon pour cette étape, cette troisième étape de Paris-Nice. Un contre-la-montre qui n'est pas extrêmement long, qui n'est pas non plus très difficile si on regarde sur la carte. Contre-la-montre de 27 km, donc pour un contre-la-montre par équipe, on a vu largement plus long, même si c'est vrai qu'on est plutôt un peu au-dessus de la moyenne des derniers chronos. Sur la Vuelta, c'était plutôt aux alentours de 20 km, je crois me souvenir. 2 côtes au programme, à la sortie d'Auxerre dans la première moitié de course. Une côte à la sortie de Vaud, 2 km 2 à 4,3 de moyenne, côte qui est au kilomètre 6,5, et puis la côte de Jussy, ça sera au kilomètre 14, donc vraiment à mi-parcours, 2 km 3 à 4,5 de moyenne, ça sera plutôt dans le sud du parcours, et ensuite on reviendra vers Auxerre, finale légèrement bosse dans le dernier kilomètre et demi. Ça a son importance, comme vous le savez, pour lancer le dernier coureur, le leader de l'équipe, avec ce format de contre-la-montre un petit peu spécial. Donc il faudra faire attention, voilà le dernier kilomètre et demi en léger faux plat montant pour terminer. On regarde le circuit pour voir si c'est un petit peu technique sur ces 27 km. Eh bien pas vraiment, on part de Auxerre pour suivre Lyon dans la première partie de course. Donc vous voyez à Vaud, on va sortir de cette grande route, de cette grande départementale 163 pour récupérer des plus petites routes avec cette petite bosse. Puis on arrive vers Escoville-Stade-Camille, la côte de Jussy, voilà, qui est donc bien entendu dans le coin quasiment le plus au sud du parcours pour reprendre la nationale 151, donc qui est une très grosse route, la nationale 151. Donc c'est une belle route aussi qui permettra de nous emmener quasiment jusqu'à Auxerre. Dans le final, quelques virages, mais c'est vraiment pas hyper technique là encore dans le final de ce parcours. Donc ça devrait plutôt bien se passer. Il n'y a pas vraiment de grosses sections avec des gros virages. On voit que même à partir de la côte de Jussy, la deuxième partie de parcours est quasiment rectiligne, encore une fois sur cette énorme nationale 151. On regarde la météo pour cette étape.
du côté de la météo sur ce parcours de Paris-Nice, eh bien ça devrait plutôt bien se passer 9 degrés du côté des températures, donc température très agréable, mais par contre un risque de pluie qui est quand même de 50%. J'ai pu voir, vous savez, alors l'achat de météo c'est un peu particulier parce que normalement pour avoir la météo heure par heure il faut être premium, mais là j'ai pu voir la météo heure par heure parce que vous avez le droit à une page, on va dire, offerte par jour. C'est un petit peu le bordel. Mais du côté donc de la météo, on voit sur Auxerre, il y aura 50% de risque de pluie. Le risque de pluie dans la journée, le plus important, c'est aux heures entre 15h et 16h. Donc vraiment les heures de ce contre-la-montre par équipe, malgré tout, 50% de chance de pluie, c'est-à-dire 50% de chance également qu'il n'y ait pas de la pluie. Donc c'est-à-dire que c'est incertain du côté des conditions, mais la route pourrait être humide parce que dans la nuit, il y aura des averses, donc qui n'auront peut-être pas le temps de sécher, vu que les températures ne seront pas extrêmement chaudes dans la matinée. Du côté du vent, on sera sur un vent d'ouest entre 20 et 35 km/h en rafale, plutôt de côté. C'est un vent qui est quand même pas simple à gérer avec des roues lenticulaires, surtout sur un chrono par équipe, où je rappelle que sur un chrono par équipe, l'objectif est de rouler extrêmement près et proche les uns des autres. Donc ça risque d'être pas si évident que ça, notamment pour les petits gabarits. Je pense à David Gaudu notamment sur ce contre-la-montre. Donc vous voyez vent d'ouest. Donc vent qui sera légèrement trois quarts d'eau sur la dernière partie de parcours, qui sera de face par contre sur vraiment l'arrivée ici, et il sera également de dos légèrement pour s'élancer vers jusqu'à Augy, donc sur les 4-5, les 3-4 premiers kilomètres. Il sera de face par contre dans la première bosse de la journée, et également de face dans la côte de Jussy, donc ça pourrait permettre aux coureurs les moins à l'aise dans les difficultés de rester avec le groupe de tête, ce qui n'aurait pas été le cas si ça avait été un vent plutôt dos, plutôt tendance dos. Donc voilà, sur la côte de Jussy, donc ça pourrait être un avantage pour les coureurs de ce contre-la-montre. Allez, on regarde tout de suite la stratégie adoptée pour cette étape. La stratégie, il faudra rester groupé quand même longtemps. On l'avait vu notamment l'année dernière. Lâcher son leader seul trop longtemps avant l'arrivée, c'est un problème. On se souvient de Pogačar qui avait certainement perdu un petit peu de temps dans l'affaire. Donc c'est mieux de rester quand même groupé, même si il ne faut pas rester non plus à 5 ou 6 dans le final. Il faut essayer de projeter son leader, de catapulter son leader dans les 2-3 derniers kilomètres. Donc il faut faire en fait comme un train de sprinter. Ça va être ça l'objectif de la plupart des équipes dans les 3 derniers kilomètres, c'est-à-dire de catapulter son leader pour que dans les 500 derniers mètres, son leader soit tout seul et passe la ligne d'arrivée en premier. Donc ça va être l'objectif des meilleures formations qui vont essayer de faire ça. Du côté des favoris, j'ai mis 3 équipes. Première équipe pour moi, c'est la Bora-Hansgrohe. Parce que il n'y a pas vraiment de point faible quand vous regardez le collectif de cette formation au départ. C'est quand même assez impressionnant sur cette journée. On a quand même Vlasov, on a Roglic. Roglic c'est quand même le champion olympique du contre-la-montre. Vous avez également Nico Denz, vous avez Bob Jungels également, Sobrero. Donc il y a quand même des très bons coureurs. Encore une fois, le point faible, c'est peut-être à Marco Haller dans cette équipe, parce que même Van Poppel n'est pas mauvais, mais bon, ça reste du très très solide. Bien entendu, la Soudal Quick-Step, là aussi gros collectif autour de Remco Evenepoel, là aussi l'un des meilleurs coureurs sur le contre-la-montre. Eh bien, là aussi, il n'y a pas beaucoup de points faibles. On part avec Cataneo, c'est très bien sur le contre-la-montre. Yves Lampaert, ancien, je ne sais plus s'il n'est pas encore champion de Belgique du contre-la-montre, je ne sais plus. Non, c'est Van Aert qui est champion de Belgique du contre-la-montre. Vous avez Moscon, qui s'est roulé également. Van Wilder, pas mauvais dans ce domaine-là, le Belge. Pour moi, le point faible, c'est Vervaeke. Sinon, le reste de l'équipe, c'est pas mal. Et puis, je mets UAE parce qu'il ne faudrait pas oublier l'équipe UAE Team Emirates. Parce que là aussi, on a 3 très bons rouleurs ensemble. C'est Jevine, McNulty, Joao Almeida. Le leader est très bon sur le contre-la-montre, c'est Almeida. Parce qu'on a aussi Grossschartner et Finn Fischer-Black qui sont pas mauvais dans ce domaine-là. Avec Nils Politt, qui a été champion d'Allemagne de la discipline. Peut-être que le plus gros point faible, c'est Marc Solé dans cet exercice-là, mais
C'est quand même une équipe qui peut être très solide. Pour moi, voilà, j'ai Marc Solé, Fischer Black. Je crois qu'il est pas mauvais sur le contre-la-montre, mais j'en mettrai pas ma main coupée. Voilà. Mais c'est aussi une très très belle formation, encore une fois, avec Almeida, McNulty, Jevine, qui peuvent tenir très très longtemps. Grosse cote, aujourd'hui j'ai mis la Jayco Alula, c'est une équipe qui est toujours performante dans ce domaine-là, la Jayco Alula. Il y a quand même Luke Plapp au départ dans cette équipe. Par exemple, on a aussi Matthews, Durbridge, donc ça va bien rouler. Avec Chronovegan, c'est bien aussi d'avoir des sprinters dans un contre-la-montre par équipe parce que ça peut relancer le rythme. Donc ça pourrait être intéressant pour cette formation Jayco Alula. Les équipes qui pour moi devraient perdre du temps, eh bien c'est la Groupama avec David Gaudu. Déjà parce qu'on a du vent de côté, forcément pour les petits gabarits avec la roue lenticulaire c'est pas avantageux, mais aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de bons rouleurs. Au départ, on part avec du Kevin Genietz. Si on regarde l'équipe Groupama, c'est Gaudu, Bistrom, Genietz, Paché, Pitti, Russo, Watson. Ça risque quand même d'être compliqué pour cette formation. Et puis j'ai mis Decathlon parce que ton point faible c'est ton leader d'équipe, ça reste Félix Gall, donc ça peut être compliqué quand même pour cette formation. Et puis la Movistar, parce que là aussi l'équipe n'est pas excellente dans ce domaine là. Alors ça, vous avez Cavagna, Northgard et Johan Jacobs, mais Barrenechea et Torres, ça me semble un peu compliqué. Guerrero, j'ai le souvenir qu'il fait pas des contre-la-montre incroyables, donc là aussi ça risque d'être compliqué pour ces formations. Du côté des horaires, le premier départ sera à 14h40 de la première équipe. L'arrivée de la dernière équipe, ça sera à 16h35. Programme télé Eurosport 2 à partir de 15h45 ou France 3, la plateforme également France TV Sport à partir de 15h10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mavic Production. Ciao, ciao!